la main à cette double liaison CO à s'ouvrir. Donc, dans ce contexte-là, eh bien, on va avoir une réaction, tout d'abord, d'H+, de protonation. Un proton réagit avec le site le plus riche de cette double liaison CO. Donc, le site le plus riche de la double liaison CO, c'est l'atome d'oxygène. Donc, cet atome d'oxygène, eh bien, va fournir les 2 électrons, le doublet, qui permet la liaison oxygène-hydrogène. Vous devez savoir maintenant, si je ne l'ai pas répété 100 fois, je ne l'ai pas répété une fois, c'est que un atome d'oxygène qui donne un doublet, pour former une autre liaison, eh bien, se transforme en oxonium. Là encore, vous avez une charge plus à gauche, vous avez une charge plus à droite. Et cette fois-ci, le moteur de la réaction, ce n'est plus le nucléophile chargé qui arrive, mais c'est le doublet de cet atome d'oxygène ici. Et bien que l'ion oxonium, l'atome d'oxygène chargé positivement, va essayer de le récupérer. Donc cette fois-ci, le sens des flèches est un peu inversé. C'est la double liaison ici qui s'ouvre pour que l'atome d'oxygène récupère son doublet, ce qui permet au nucléophile neutre de réagir et de créer sa liaison avec l'atome de carbone. Donc, c'est une réaction qui est un tout petit peu plus complète. Pourquoi? Parce qu'elle nécessite une activation préalable. Le nucléophile qui, lui, vient de donner son doublet, eh bien, est chargé négativement jusqu'à ce que la liaison entre nucléophile et hydrogène du nucléophile neutre au départ eh bien, se rompe pour redonner au nucléophile son doublet. Ok? Alors, ces deux réactions, ces deux types de transformations, eh bien, sont considérés comme liés à l'état du milieu. Par exemple, si ici, on utilise un proton, eh bien, le milieu va être acide. Le milieu va être acide. Donc, ça veut dire qu'on distingue 2 types de conditions. Des conditions qui sont acides, qui sont justifiées par l'activation de la double liaison CO et qui sont exclusivement dédiées aux nucléophiles les plus faibles. Et puis d'autres conditions, et donc par différence, si les conditions acides, eh bien, c'est pour les nucléophiles neutres, les conditions plutôt basiques, eh bien, sont dédiées aux nucléophiles forts. Le moyen le plus simple, c'est de se souvenir que OH-, la base, fait partie de ces nucléophiles forts. Donc, on a des conditions basiques, globalement, dédiées aux nucléophiles forts, et puis des conditions dites acides, globalement, pour les nucléophiles qui sont faibles. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, autre point que l'on peut remarquer, en fait, si je fais des allers-retours entre les 2 diapos, regardez. Ici, eh bien, finalement, on a une charge moins à gauche, on a une charge moins au milieu, puis ensuite, on a une neutralisation. Très bien. Bon. Regardez ces conditions qui sont acides. On met un proton au départ, et puis si on va au bout de la séquence, on récupère un proton. Alors, une faible quantité de protons, eh bien, une faible quantité d'un proton ici, mais d'une espèce de manière générale, qui influe sur le cours de la réaction et qu'on ne retrouve pas dans le bilan, puisque vous la mettez au départ, vous la récupérez à la fin. Si vous soustrayez un peu les espèces, on ne le voit pas apparaître dans le bilan. Donc, ces types d'espèces que l'on ne voit pas apparaître dans le bilan, eh bien, peuvent être appelés catalyseurs. Donc, on va opérer cette réaction d'addition nucléophile dans des conditions acides. Ce sont des conditions qui sont catalytiques en acide. Une faible quantité voulant dire une quantité inférieure au nombre d'équivalents, inférieure à la stoichiométrie, donc substoichiométrique. Alors, quels sont les autres points qui sont importants à vous rappeler sur ces cétones? Voilà. Le passage important, quel que soit le produit que l'on forme, que ce soit des hydrates,
que ce soit des hémiacétals, je vais revenir dessus, ou des acétals, eh bien, il faut une protonation. Donc, il y a un mot-clé ici que vous devez avoir à l'esprit, c'est oxonium. D'accord? Regardez ici. À chaque fois que l'on se place en milieu acide, acide protonnant fort avec une double liaison CO, on forme un oxonium. Donc, l'autre différence importante entre les conditions acides et les conditions basiques, eh bien, c'est que ce petit jeu d'addition d'un acide pour former un oxonium et pour générer une réaction ultérieure avec un nucléophile neutre, eh bien, est réversible dans un cas, regardez les flèches ici, est réversible lorsque l'on parle des conditions acides, lorsque l'on parle d'activation par un acide, lorsque l'on parle d'addition d'un nucléophile faible. Par contre, elles sont... Où est-ce que c'est? Elles ne sont plus équilibrées lorsque l'on parle d'ion au H-, où là, l'addition, elle se fait de manière directe. Alors, les acétals. Bien. Alors, je ne sais pas si je vous ai dit, mais la différence entre hémiacétal et acétal. Alors, vous avez ici, eh bien, l'acétal, tout à fait à droite, c'est-à-dire 2 fois sur le même atome de carbone, deux fonctions qui sont strictement identiques. Donc, un éther ici, puisque dans R', il y a un atome de carbone, et on retrouve sur le carbone central un atome de carbone, donc il s'agit d'une fonction éther, et vers le bas, d'une deuxième fonction éther. Eh bien, la moitié de l'acétal, l'hémi, acétal, est composée ici de cette fonction éther, et puis d'une fonction alcool. Alors, comment on y aboutit? Parce que finalement, l'eau ou les alcools sont des nucléophiles qui sont faibles tous les deux. Donc, ils vont réagir de la même manière. Et qui dit nucléophile faible, dit condition acide, en utilisant un proton, dans des conditions qui sont catalytiques ou substoichiométriques. Alors, le schéma réactionnel qui suit là, normalement, il résume la totalité, finalement, de ce que vous devez savoir sur les additions de nucléophiles faibles. Donc, le nucléophile est faible, les conditions sont acides. La première étape est la formation d'un oxonium. Donc voilà l'oxonium en question. Cet oxonium est le moteur de la réaction. La transformation suivante, c'est l'addition du nucléophile neutre. Donc jusque-là, il n'y a absolument rien qui change par rapport à ce que je viens de vous dire. L'addition du nucléophile neutre se fait ici, par l'utilisation de l'un des doublets de l'atome d'oxygène. Alors vous voyez, cette molécule en bleu, là, ça peut être soit de l'eau, soit un alcool. Le R, il n'intervient absolument jamais dans le processus, donc ça peut être l'un ou l'autre. Donc, que se passe-t-il lorsque le doublet de l'atome d'oxygène en bleu est donné à l'atome de carbone pour créer une liaison, pour créer une addition? Eh bien, ça crée l'ouverture de la double liaison CO pour que l'atome d'oxygène ici en noir récupère son doublet. Donc, une charge positive ici, une charge positive là, et cet atome d'oxygène, le noir, a récupéré ces deux doublets, et l'atome d'oxygène en bleu en a donné un. On a donné un, donc oxonium. Alors, si on fait abstraction ici de cet atome-là, voilà, qu'est-ce que l'on obtient? Eh bien, cet atome d'oxygène sous cette forme oxonium va libérer son proton pour récupérer son deuxième doublet. Voilà, ici, vous avez la formation de l'hémiacétal. Cet hémiacétal-là, eh bien, finalement, est l'intermédiaire de la formation de l'acétal. Donc, c'est comme si la réaction, elle avançait d'un cran un peu plus loin. Donc, si je veux réaliser la réaction d'un acétal, eh bien, je suis obligé d'utiliser le proton que je viens de libérer ici. Pourquoi faire?
Eh bien, pour réaliser ici cet ion oxonium. Alors, regardez bien cette forme. Cette forme-là, avec un ion oxonium, elle ressemble furieusement eh bien, à un détail près à celle-ci. Un ion oxonium ici, et puis l'approche d'un nucléophile. Alors, elle y ressemble pratiquement, d'accord, avec la petite différence qu'on a un carbone sp3 là et on a un carbone sp2. Donc, l'addition du nucléophile suivant. Ici, on additionne un nucléophile neutre sur un carbone sp2, et là, on additionne un nucléophile neutre sur un carbone sp2, puisque le carbocation, c'est ça. Hein. Donc, quelle est la différence? Très peu de différence, puisque ce carbone ici, eh bien, c'est un carbone sp2, et le carbone de la double liaison CO est un carbone sp2. Donc, on a deux fois le même type de réactivité. L'addition d'un nucléophile neutre sur un carbone sp2, hein, à partir d'un atome d'oxygène, donne un ion oxonium. L'oxonium s'affranchit de la présence de ce proton, il récupère les deux électrons de ce doublet pour donner quoi? L'acétal, et puis pour régénérer le proton. Donc là encore, si on fait le bilan depuis la cétone au départ jusqu'au produit, eh bien, on ajoute un proton vert et on sort un proton bleu. Le bilan le bilan en matière ne fait pas apparaître hein, dans l'équation bilan le proton que l'on a mis au départ puisqu'on le récupère à la fin. Est-ce qu'il y a des questions? Très bien. Donc, c'est important pour la soixantaine de courageux qui êtes connectés le matin, là, hein, c'est de bien retenir les étapes clés. J'essaye de vous mettre le point et l'accent sur les éléments qui sont indispensables à la compréhension et que l'on retrouve à chaque fois ou quasiment tout le temps dans ce chapitre. Alors, dans ce chapitre, on a mis l'accent pour le moment sur les additions de nucléophiles neutres. Alors, des nucléophiles neutres, on avait vu dans le chapitre des substitutions nucléophiles hein, qu'il y a les alcools, mais qu'il y a tous les atomes finalement hein, qui possèdent des doublets. Donc, ça veut dire les atomes de soufre, de phosphore, d'azote, d'oxygène. Hein, ces deux colonnes-là, de l'atome d'azote et de l'atome d'oxygène, sont particulièrement intéressantes sur ce point des nucléophiles qui sont neutres. Donc, sur le point des nucléophiles neutres, on va donc travailler également avec l'atome d'azote. Donc, on va non pas uniquement avoir une transformation basée sur l'atome d'oxygène, mais également sur l'atome d'azote. Alors ici, on va avoir, donc le point important hein, dans cette diapo, c'est que quelle que soit la transformation ici, vous avez une amine qui est primaire. Une amine primaire, c'est-à-dire une amine avec deux atomes d'hydrogène. Quel que soit le nom ici de l'espèce que l'on obtient, hein, cette espèce que l'on obtient ici est dépendante du R. Le R est soit eh bien, un atome de carbone, un atome d'oxygène, un schmurz ici, et puis un énorme schmurz là. Pour l'instant, c'est pas ça l'important. L'important, c'est que l'atome d'azote ici soit considéré comme un nucléophile neutre, qui possède un doublet, et dont la caractéristique eh bien, est deux atomes d'hydrogène. Donc, ce qu'il faut ici, dans un premier temps, c'est regarder la caractéristique du nucléophile neutre. Nucléophile neutre, donc la réaction à partir de son doublet, et un atome d'azote avec deux atomes d'hydrogène. La présence conjointe ici de ces deux caractéristiques va vous donner la même réactivité et les mêmes types de mécanismes. Alors, si on prend le premier exemple, on ne va pas tous les détailler, vous allez voir, ce n'est pas la peine, parce que c'est exactement la même chose. Et il faut que vous, dans votre esprit, pour vous, eh bien, vous conserviez à l'esprit que si c'est une amine primaire, quel que soit le résidu R, ça va réagir de la même manière.
Donc, une amine primaire, la formation d'une double liaison carbone-azote. Ici, c'est une imine. En sciences de la vie ou même au lycée, hein, vous avez pu voir ce type de fonction sous l'appellation base de Schiff. Donc, si on regarde de plus près, comment réagit ou interréagit un atome d'azote d'un nucléophile neutre sur une double liaison CO? Eh bien, la question, c'est est-ce que, ici, le nucléophile est suffisamment fort pour réagir directement sur l'atome de carbone de la fonction CO? Alors, la réponse, elle est non. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un nucléophile neutre. Un nucléophile neutre est un nucléophile qui est faible. Donc, comment ça fonctionne? Eh bien, ça fonctionne par protonation. Ça veut donc dire que un nucléophile neutre, qu'il soit oxygéné ou azoté, n'est pas capable de réagir de lui-même. Et on va appliquer la règle générale. La règle générale dit, pour un nucléophile neutre, il faut une réaction d'activation. Il faut une préactivation de la double liaison CO pour que cette double liaison CO soit à même de réagir avec un nucléophile neutre. Donc la préactivation, c'est la protonation. Donc regardez ici dans la suite, hein, des différentes petites étapes qui composent le passage d'une fonction CO à une imine. On va avoir une protonation, on va avoir une réaction d'addition. Je vous rappelle que la caractéristique de la réaction d'addition, c'est la modification de l'état d'hybridation de l'atome de carbone. On va avoir un transfert de protons. Alors le transfert de protons, on peut le définir, hein, comme une réaction acido-basique. Un acide perd son proton, par exemple, donc il va s'agir d'un transfert de protons. Un acide donne un proton à quoi? À une base. Donc, rien que dans les noms des petites étapes, ici, vous devez reconnaître vos petits. Transfert de protons entre un acide et une base. Réaction d'élimination. Ah tiens, élimination, cette fois-ci, on passe d'un carbone sp3 à un carbone sp2. Donc ça, c'est ce que vous devez avoir retenu, en partie, hein, sur les réactions d'élimination. Et puis ici, la réaction de déprotonation. Tiens, déprotonation, ça veut dire qu'on on va perdre un proton. Okay, donc là encore, ce sont des réactions et des noms qui finalement doivent vous donner une partie de la solution. Donc si on prend dans le détail, alors même si c'est en anglais, hein, je pense que vous devez arriver à vous en sortir. Première étape, protonation. Donc on va retrouver ici l'espèce qui est clé dans tout ce chapitre, ce sont les ions oxonium. Alors dans ce schéma que j'ai piqué sur un bouquin, hein, est indiqué le contre-ion. Regardez X- ici, le contre-ion, parce qu'un acide protonnant fort, HCl par exemple, hein, il y a un contre-ion toujours. H2SO4, il y a toujours un contre-ion. Donc on a une écriture qui est simplifiée de temps en temps. C'est pas l'écriture tout à fait complète. Donc vous avez dans certains schémas une écriture complète et dans d'autres une écriture qui est simplifiée, notamment pour vous faire saisir les points qui sont clés. Donc ici, l'oxonium. Alors qu'est-ce que signifie mort électrophilique? Plus électrophile. Effectivement, qu'est-ce qui est électrophile? Ben, l'atome de carbone ici. Et le fait de l'activer sous forme oxonium le rend plus électrophile. Vis-à-vis de quoi? On n'est pas électrophile ou pas électrophile, on est plus électrophile ou moins électrophile, mais c'est aussi vis-à-vis de quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre, le nucléophile neutre que l'on a ici. Donc ce nucléophile qui est neutre, voilà, va réaliser une réaction d'addition. Addition, passage de sp3 de sp2 à sp3. Et voilà le carbone sp3. Donc l'oxonium qui est ici, eh bien, on le retrouve sous la forme de la fonction OH, sur ce carbone sp3, et le nucléophile neutre qui s'additionne sur ce carbone sp3, on le retrouve ici sous la forme non pas d'oxonium, mais d'amonium. Ah zut, qu'est-ce que j'ai fait? Où est-ce que je suis là? Qu'est-ce que j'ai foutu? Qu'est-ce que j'ai foutu? Pourquoi Ah,
J'ai effacé en fait. Donc, les espèces onium, hein, c'est la charge positive portée par un atome, et ici c'est ammonium, hein, pour l'espèce cationique formée à partir de l'atome d'azote. Donc, on est sous la forme d'un carbone sp3 et on est en présence ici, eh bien, d'une espèce qui est chargée positivement, hein, et qui est due à l'utilisation du doublet de l'atome d'azote. Alors, on est à présent à l'étape du transfert de protons. Transfert de protons, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, eh bien, cet atome d'azote ici, cet ammonium, eh bien, va perdre un proton. Si l'atome d'azote perd un proton, eh bien, l'objectif, il est de récupérer son doublet ici, le doublet en noir sur l'atome d'azote. Je perds un proton, donc finalement, c'est la définition d'un acide. Alors, ce transfert de protons, c'est une réaction qui est acido-basique entre deux éléments qui sont portés par la même molécule. C'est une réaction acido-basique qui est intramoléculaire. Donc, je transfère mon proton. Donc, l'acide perd un proton. Le transfert à quoi? Eh bien, dans une réaction acido-basique, il faut un acide et puis il faut une base. Donc, je transfère mon proton de l'acide, l'ammonium, vers la base, et la base ici, c'est l'atome d'oxygène. Dans le chapitre des alcools, hein, les alcools ont la possibilité de faire émerger deux équilibres acido-basiques. Donc regardez, l'atome d'oxygène accepte le proton et on le retrouve sous cette forme d'oxonium. Donc on a bien une réaction acido-basique. Pourquoi? Eh bien parce que l'ammonium est l'acide qui perd son proton et l'atome d'oxygène ici est la base qui accepte le proton. Donc on est bien dans les bonnes définitions selon Brandstedt. Alors, vous savez depuis le chapitre sur les éliminations que lorsqu'on veut éliminer l'on veut éliminer une fonction OH, eh bien, on va passer par un acide, on va passer par un ion oxonium. Pourquoi? Parce qu'on perd ici H2O. H2O, la molécule neutre que vous avez là. Cette réaction d'élimination, elle va vous donner, eh bien, une liaison double, un carbone sp2. Donc, regardez, hein, j'ai bien la formation ici d'une double liaison. Alors, cette double liaison, comment on l'obtient? Eh bien, on l'obtient parce que j'ai un groupement partant, ici, H2O, et puis j'ai deux électrons ici. Ces deux électrons de l'atome d'azote, hein, vont venir compenser le départ d'eau. Si l'eau s'en va, si j'ai une élimination de cette molécule d'eau, eh bien, je crée l'équivalent d'un carbocation ici. Et ce carbocation, ben, je compense son déficit électronique en intramoléculaire à partir de ces deux électrons. Ces deux électrons, ben, vont servir à créer la double liaison entre atome d'azote et atome de carbone. D'où, eh bien, cette fonction, hein, double liaison carbone-azote. Alors, cette double liaison carbone-azote, elle est particulière. Pourquoi? Parce que à partir de cet atome d'azote en bleu, eh bien, je forme quoi? Eh bien, une espèce cationique. Alors, ce n'est plus ammonium, parce que ammonium, c'est ammoniac. Mais ici, c'est iminium. C'est imine, la double liaison C, double liaison N. Et puis, on a la terminaison nium. Ici, ce n'est pas onium, c'est inium. Due à la formation de cette charge positive. Donc cette charge positive, elle est due à quoi? Au fait que l'atome d'azote ici neutre donne son doublet pour venir former la double liaison CN. La dernière étape pour former l'imine, qui est le produit de la réaction, hein, eh bien, est le départ de H+. Ce départ de H+, cette déprotonation, eh bien, elle est due au fait que l'atome d'azote récupère son doublet, récupère ici les deux électrons de la liaison CN pour venir former, hein, cette imine qui est le produit de cette transformation. Est-ce qu'il y a des questions?
Bien. Alors, si, enfin, oui, j'avais coupé mon micro, en fait, pour vous laisser réfléchir un peu tranquille. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Le point sur lequel vous devez en fait réfléchir, c'est que on est toujours sur sur les mêmes éléments. On est toujours sur les mêmes types de fonctions. La réactivité ici de la fonction CO, c'est toujours la même. Ok. Alors, j'attire une fois de plus votre attention sur un point qui est essentiel. Regardez ici. L'atome d'azote, c'est c'est pas obligatoire avec deux atomes d'hydrogène. Pourquoi? Eh bien, parce que on en perd un ici. Il faut donc un NH2 pour que dans cette première étape, on puisse s'affranchir de la présence d'un proton. Et puis, il faut un deuxième proton pour que dans cette dernière étape, on puisse générer la fonction imine. Donc, on a besoin dans cette transformation d'un départ de deux protons. Voilà pourquoi il faut impérativement faire réagir une imine avec une cétone. Que se passe-t-il si ce n'est pas une double liaison, ce n'est pas une amine primaire? Et regardez, hein, vous avez une réaction qui est équilibrée. Donc, si je n'ai pas deux atomes d'hydrogène, ça repart en arrière. Ok. Donc, c'est important de bien classer les réactions en fonction des réactifs. Une amine primaire est obligatoire si on veut faire une imine. Alors, qu'est-ce qui va se passer si je n'ai pas d'amine primaire? Si je n'ai pas d'amine primaire, soit je retourne en arrière, soit je trouve une autre solution. Et effectivement, il y a une deuxième solution avec un cas particulier. Donc, regardez. Avec une amine secondaire, on ne forme pas une imine, mais on forme cette espèce. Cette espèce ici, qui s'appelle une N-amine. Alors, N-amine, d'où ça vient? Ça vient en fait, ça provient de double liaison, des alcènes. Donc, vous avez bien une double liaison ici, carbone-carbone, plus une amine. N-amine. Donc, cette fonction-là, elle est obtenue lorsque, à deux conditions. Elle est obtenue lorsque j'ai une amine secondaire, mais pas uniquement. Je suis obligé d'avoir une fonction cétone avec, au minimum, une liaison CH en alpha. Alors en alpha, c'est où en alpha? Eh bien en alpha, c'est ici. Voilà. Sur cette position-là, je dois avoir au moins une liaison, une fonction CH. Si ce n'est pas le cas, eh bien je me place sur la diapo d'avant et je retourne en arrière. On va voir la différence. Donc, j'ai une amine qui est secondaire. Et puis, j'ai cette fonction cétone avec une particularité, c'est d'avoir un carbone voisin en alpha qui possède au moins un atome d'hydrogène. Alors, cette amine secondaire, c'est toujours un nucléophile qui est neutre. Donc, je vais toujours avoir cette activation préalable nécessaire avec cette fonction CO. Donc, je vais toujours avoir une protonation. Donc, cette protonation, ici, elle a lieu où? Sur l'atome d'oxygène. Ça ne change rien. Je forme toujours un ion oxonium. Une fois que l'oxonium est fait, le nucléophile neutre peut réagir comme un nucléophile sur le carbone électrophile de la fonction CO. C'est toujours la même chose, que ce soit un atome d'oxygène, donc un alcool, de l'eau, une amine primaire, une amine secondaire, ça va réagir toujours de la même manière.
OK? Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre cette étape et ici? Eh bien, j'ai eu la formation d'un oxonium, voilà. J'ai l'ouverture de la double liaison CO pour former l'alcool, puis la formation de l'ammonium. C'est exactement la même chose que tout à l'heure. Bien ensuite, ici, qu'est-ce qui se passe entre là et là? Eh bien, si on examine froidement les espèces qui sont en lien, ici j'avais un ammonium, j'ai une amine, donc j'ai perdu un proton. Et là j'avais une fonction OH et je me retrouve sous la forme d'un oxonium. C'est ce fameux transfert de protons, cette réaction acido-basique intramoléculaire. Donc c'est exactement la même chose. Jusque-là, exactement la même chose. Ensuite, le départ de l'eau. J'ai un départ d'eau, voilà, c'est possible parce que l'eau est un nucléofuge qui est neutre, et je mets en commun le doublet de l'atome d'azote pour former la double liaison CN. Jusque-là, encore une fois, c'est exactement pareil. J'ai la formation de cet iminium. C'est strictement identique pour une amine primaire et une amine secondaire. Ce n'est que la dernière étape qui est différente. Regardez pourquoi. L'iminium ici ne va avoir, comme tout à l'heure, qu'une seule envie, c'est de récupérer un doublet pour l'atome d'azote. Malheureusement, dans une amine secondaire, je n'ai plus d'atome d'hydrogène. Donc, où est-ce que je récupère mes doublets? Eh bien, je vais récupérer mes deux électrons sur la liaison pi entre atome d'azote et atome de carbone pour avoir eh bien, mon doublet sous la forme d'une amine. Qu'est-ce que ça génère ici? Eh bien, un atome de carbone qui est déficient en électrons. Où est-ce que cet atome de carbone va récupérer son doublet? Eh bien, il va le récupérer grâce au carbone voisin qui possède un atome, ici, d'hydrogène. Alors, les deux électrons vont être donnés entre ces deux atomes de carbone pour former une double liaison. Voilà notre énamine. Le processus est catalytique en acide. Regardez, j'ai libéré un proton, j'ai amené un proton. Donc, ça n'apparaît pas dans le bilan, ça peut être considéré comme une catalyse. Donc, le point ici, il est essentiel. Okay, entre une amine secondaire et une amine primaire, on a une issue différente. Si et seulement si, ben j'ai ceci là. J'ai un atome d'hydrogène hein, sur un carbone qui est voisin d'une double liaison carbone-hétéroatome. Alors, voisin d'une double liaison carbone-hétéroatome, c'est quelque chose que l'on a déjà vu. Regardez, je vais me mettre sur les premières diapos. Voilà. Hop. Tiens, regardez là. Pourquoi est-ce que cette réaction, elle est possible? Elle est possible parce que eh ben, cet atome d'hydrogène, là, il a un pK qui en fait un acide. Et l'acidité de ce proton, il s'explique hein, par la réactivité que l'on vient de voir. Cet iminium explique l'acidité. Ce proton est disponible. Il est disponible pour répondre à un besoin hein, dans cette transformation vers une énamine. Et ça explique cette acidité entre 16 et 20, entre 16 et 21 sur, regardez, hop, voilà, ici, hein, entre 16 et 21. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Je fais une pause d'une minute.
Bien, alors, on continue. Donc, il est essentiel, enfin, il est essentiel, moi, ça ne changera pas votre vie, c'est juste votre note à l'examen. Mais il faut bien prendre conscience que c'est toujours la même réactivité, c'est toujours la même chose. Alors, on continue. On continue ici par le petit bilan. Le petit bilan, à partir des fonctions CO, eh bien, si on additionne de l'eau ou un acide, on forme hydrate, acétal, hémiacétal. Si on réduit, c'est-à-dire on utilise des nucléophiles comme H-, on forme des alcools. Une amine primaire vers le bas, des imines ou les dérivés. Et puis, si c'est des amines secondaires, des enamines, lorsque le carbone voisin porte une fonction CH, porte un atome d'hydrogène. Donc ça, c'est le résumé en fait de cours que je vous engage à vous rappeler. Alors, on vient de voir sur ces fonctions iminium que le pKa des atomes d'hydrogène sur les carbones voisins de ces doubles liaisons, c'est carbone hétéroatome est particulier. Il est particulier, pourquoi? Eh bien parce que ce pKa eh bien, en fait un acide. Alors les fonctions CH des acides, il n'y en a pas énormément, mais regardez pourquoi. Si on s'affranchit de la présence de cet atome d'hydrogène, donc si cette molécule est un acide, eh bien, ça veut dire qu'on transfère le proton sur une autre espèce. On le transfère sur quoi? Généralement sur une base. C'est comme ça qu'on le fait. Donc, avec une base, eh bien, on rompt la liaison carbone-hydrogène. Et qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on va la donner ici à cet atome de carbone. Donc, on va faire un carbanion. Ce carbanion, c'est en fait la base conjuguée de l'acide. Donc, comment on explique qu'une liaison CH, qui normalement a un pK aux alentours de 50 pour un carbone sp3, ici un pK de l'ordre de 15 à 21 ou de 16 à 21, eh bien, c'est parce que la base conjuguée, c'est moins, est stabilisée. Stabilisée par quoi? Par une forme mésomère. Quelle est cette forme mésomère? Regardez, la forme mésomère ici, elle concourt à la formation de ceci. La double liaison carbone-carbone et l'ouverture de la fonction CO, dans laquelle eh bien, les deux électrons sont donnés à l'atome d'oxygène. Donc, il ne s'agit plus d'une N-amine, mais regardez ici, on a la même racine, N, double liaison carbone-carbone, olate comme alcoolate. Donc en fait, cet acide-là donne une base conjuguée que l'on peut stabiliser, voire stabiliser par mésomérie, sous cette forme-là. Alors, ce qui est intéressant en fait dans cette forme-là, c'est que l'énolate. Alors, si on prend, alors, attendez voir. Ah oui, mais ça vous n'allez pas le voir. Alors, bon. Voilà, normalement vous voyez le truc blanc, je pense. Main toolbar, ok, voilà. Alors, si on prend, ok, voilà, si on prend, voilà, je vais dessiner en fait, c'est plus simple. Je vais dessiner. Et ici, l'atome d'hydrogène. Donc, j'essaye de visualiser en fait. Je vous montre les étapes qui sont importantes. Donc, si je représente un acide, voilà, comme ça, et puis la base conjuguée. Donc, la base conjuguée, en fait, elle est stabilisée pour donner l'énolate.
Donc, on va en fait... Voilà, donc ici, il y a ça en trop. Voilà. Et ici, c'est au moins. Voilà. Donc, par le jeu des formes mésomères, hein, on a l'acide. Et ça, c'est la base conjuguée. Alors, en fait, si on regarde attentivement, et si on se remémore le chapitre sur les alcools, bien, n'importe quelle charge au moins est un alcoolate. Les alcoolates, eh bien, ce sont les bases conjuguées des alcools en question. Donc, si je dessine l'alcool en question, c'est ça. Voilà. Donc, cette base conjuguée, en fait, c'est finalement la base conjuguée de cet acide, et puis la base conjuguée de cet alcool. Donc, voilà pourquoi, eh bien, on peut attribuer le pK ici de 16 à 21. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on va retrouver dans le pK de cet acide, ben, le pK de cet acide, de cet alcool. Et je vous rappelle que les pK des alcools sont entre 15 et 18. Donc, la base conjuguée l'alcoolate, c'est en fait une espèce qui est commune entre les deux types d'équilibre. Voilà pourquoi, en fait, eh bien, le proton que vous avez là est un acide dont le pKa est très voisin de celui d'un alcool. Parce que la base conjuguée que l'on obtient, hein, si on écrit les deux types d'équilibre, c'est la même. Donc, le lien et l'explication du pKa, vous l'avez ici à l'écran. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Non? D'accord. Donc, on va se servir de cette réactivité pour faire autre chose. D'accord? Alors, je quitte et je reviens au diapo. Ah, il y a peut-être quelque chose. Voilà, l'N-olate. Alors, voilà, l'N-olate. J'ai oublié de vous préciser quelque chose. Donc, je reviens à mon écran. Donc, ici, l'alcoolate, hein, c'est en fait l'espèce que l'on appelle N-olate. D'accord? Et donc, l'alcool qui correspond à la fonction acide, c'est l'énol. Donc, vous avez un alcool particulier lorsque la fonction hydroxyle substitue un carbone sp2, une double liaison. C'est un N-ol. Sa base conjuguée est un N-olate. Voilà pour être tout à fait complet sur le document. Bien. Alors, je vais quand même mettre le chat pour voir s'il y a des choses. D'accord. Ok. Alors, donc, en règle générale, eh bien, l'N-ol est moins stable que l'acétone. Alors, moins stable que l'acétone, mais cette forme N-ol
existe quand même si c'est un tout petit pourcentage ici, hein, et que même si cet équilibre est très déplacé vers l'acétone, eh bien, l'existence d'une faible proportion d'énol eh bien, va permettre d'utiliser en fait cet énol dans la réactivité globale de ces deux espèces qui sont en équilibre, même s'il est très déplacé. Et que si on utilise l'énol qu'on le consomme, eh bien, la loi de Le Chatelier vous dit on déplace l'équilibre pour compenser, hein, l'utilisation de l'une des deux espèces. Donc, c'est pas très grave que ce processus d'équilibre entre les deux formes soit très déplacé vers l'acétone, puisque si on doit utiliser l'énol, l'équilibre se déplacera. Donc, ce processus montre qu'il y a un lien entre l'acétone, qui possède sur le carbone voisin un atome d'hydrogène, et l'N-ol. Cet équilibre s'appelle un équilibre d'énolisation. On passe de l'acétone à l'énol. Bien. Alors, comment on fait? Qu'est-ce qu'on utilise? Comment ça se passe? Eh bien, figurez-vous que cette énolisation, elle s'obtient, encore une fois, dans deux conditions différentes. Elle s'obtient dans des conditions qui sont basiques et elle s'obtient dans les conditions qui sont acides. Dans des conditions qui sont basiques, avec une base dont le pK est supérieur à 16,21, eh bien, on va arracher le proton, utiliser les deux électrons ici de la charge moins pour les donner entre carbone et carbone, ce qui génère l'ouverture de la double liaison CO vers l'énolate. La neutralisation ici vous donne l'énol. En milieu acide, eh bien, on a d'abord l'activation de la double liaison CO pour former l'oxonium. On a ensuite la rupture de la liaison CH ici et l'utilisation des deux électrons pour former la double liaison CC et redonner à l'atome d'oxygène son doublet. Donc on aboutit aux mêmes espèces énol par énolisation en catalyse basique et puis en catalyse acide. En catalyse acide, si on met un proton au départ, on le récupère à la fin. Je mets un acide au départ, je le récupère à la fin. En catalyse basique, je mets une base au début et je récupère une base à la fin. Donc, j'ai bien la notion de catalyse, d'utilisation d'une espèce qui n'apparaît pas dans le bilan, mais qui est nécessaire à la transformation, soit d'une base, soit d'un acide, pour aboutir exactement aux mêmes espèces. Alors, qu'est-ce que j'en fais? Finalement, l'apparition ici de deux points qui sont de deux espèces qui sont centrales, c'est soit de ce carbanion ici, en alpha voisin sur le carbone voisin de l'acétone, soit de cet oxonium. Qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, je peux les utiliser comme nucléophiles. Donc, regardons. J'ai une cétone, je mets une base, et puis je mets ici CH3I. Alors, CH3I, pourquoi faire? Eh bien, regardez ce CH3I là, je vais le récupérer, je vais récupérer le CH3 ici. Donc, c'est bien une réaction d'alkylation. J'alkyle le CH3 avec ce morceau. À quelle catégorie de réaction cette transformation appartient-elle? C'est une question pour vous. Alors, si on examine froidement, le CH3I, là, je le retrouve ici, mais sans l'atome d'iode. Donc, cet atome d'iode, il s'en va. C'est quoi? Comment on appelle une espèce qui s'en va comme ça?
Et sous quelle forme ça peut partir? Un anion, oui. Donc l'anion I-, c'est quel type d'espèce? I- qui s'en va de CH3I, quel type d'espèce? Partant, donc nucléofuge. Bien. Donc, à quel type de transformation a-t-on affaire ici? Oui, substitution. Alors, on peut même aller un cran plus loin. Substitution quoi? Substitution Schmurtz? On substitue quoi par quoi? Non. Tu m'as dit que le groupement partant, c'était I-. Donc, on substitue I- par... Non. Sur... Non plus. Regardez. En fait, vous ne vous êtes pas aperçu que le réactif, il est ici, là. Je remplace quoi par quoi? Je remplace I-. Si c'est une réaction de substitution, si je remplace I-, je vais être obligé de le remplacer par un truc qui est moins. Et donc, le truc que je fais moins, c'est C-. C- plus CH3I donne la liaison carbone-CH3. Donc, si j'ai un nucléofuge, le C-, c'est quoi? Le truc qui arrive. Bien, nucléophile. Donc, je remplace un nucléofuge par un nucléophile. De quel type de transformation s'agit-il? Une SN, quel type? SN1 ou SN2? Exactement, SN2. Non, pas SN1, SN2. Pourquoi SN2? Il n'y a pas de carbocation, effectivement. Donc SN2. Le carbone qui est le siège de la réaction est un carbone primaire. Donc effectivement, on est dans le bon cas pour réaliser une SN2. L'accouchement est difficile, hein. Il va falloir faire une césarienne pour que vous ayez une note correcte à l'examen. Bien, alors, SN2, effectivement. Ce qui vous a trompé, c'est qu'en règle générale, on travaille là-dessus. D'accord? Alors que le vrai réactif, il est en bleu, là. Donc, encore une fois, pour trouver ce qui se passe, regardez la liaison qui se forme, regardez ce que l'on élimine, et ensuite ce que l'on est obligé d'additionner. Donc, comment on fait? Quel est le moteur? Comment on écrit le mécanisme? Eh bien, la base ici, hein, va servir à arracher le proton. Le proton, lequel? Eh bien, celui qui est en alpha sur le carbone voisin de cette fonction CO. Pourquoi est-ce que c'est possible? Eh bien, justement parce que c'est un proton qui est acide. Justement parce que c'est un proton, hein, qui permet, eh bien, l'écriture d'une base conjuguée. Ici, la base conjuguée, elle est stabilisée par cette forme, cet énolate. Et c'est cet énolate qui réagit comme nucléophile. Alors, ce n'est pas l'atome d'oxygène ici qui réagit, mais c'est cet atome de carbone. Comment il réagit? Eh bien, les deux électrons de cette charge moins, on les remet en commun entre l'atome de carbone et l'oxygène, ce qui provoque l'ouverture de la double liaison CC.
et la formation de la liaison carbone-carbone. Sur cette réaction de substitution nucléophile d'ordre 2, on a une approche dorsale du nucléophile et un départ du nucléofuge, I-. La réaction ici est une réaction d'alkylation, hein, puisque l'on utilise comme nucléophile un carbone sp3. Donc il s'agit bien d'une réaction de substitution nucléophile d'ordre 2. Il suffit de savoir générer le nucléophile. Donc dans les réactions de type SN2, on va avoir un nouveau type de nucléophile que l'on crée. Ce sont des carbones chargés négativement qui sont issus, hein, de cette réactivité sur le carbone voisin d'une cétone, en alpha de la cétone. Mais il s'agit bien d'une réaction d'alkylation et de substitution nucléophile d'ordre 2 ici. Alors cette réactivité acide, hein, de l'atome d'hydrogène sur le carbone voisin d'une fonction CO, eh bien, on obtient cette réactivité que ce soit des cétones ou des aldéhydes. Donc, le deuxième morceau que vous avez là, que ce soit un atome d'hydrogène ou un atome de carbone, eh bien, on va avoir exactement la même réactivité. L'acidité de l'atome d'hydrogène, elle est dans cette frange entre 15, 16, 21, par exemple, hein, voilà, entre 16 et 21, sur les fonctions cétoniques ou les aldéhydes, donc les carbonyles, qui possèdent des carbones porteurs d'atomes d'hydrogène en alpha. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, on a un anion, d'accord? Lorsque ici, hein, on arrive à arracher ce proton acide, on forme un anion. On forme la base conjuguée ici, elle est stabilisée, soit on peut l'utiliser comme un nucléophile. Alors, dans quel type de réaction utilise-t-on des anions? Eh bien, on va utiliser des anions comme nucléophiles. Donc, soit des réactions de substitution, où on ne change pas l'hybridation de l'atome de carbone, soit, eh bien, des réactions d'addition, dans lesquelles, eh bien, on va modifier l'état d'hybridation de l'atome de carbone, qui est le siège de la réaction. Par exemple, les réactions dites que l'on appelle aldolysation ou cétolysation. Donc regardez ce qui se passe, c'est deux molécules de ce truc-là, deux fois ce machin-là, qui va réagir. Alors, ici, on retrouve une molécule qui est bien plus compliquée. Pas beaucoup si on n'examine pas à pas ce qui se passe et si on regarde quelles sont les liaisons qui sont formées et comment. Donc, si on redécoupe ici en deux molécules, alors, je vais le dessiner, c'est plus simple. C'est plus simple. Oh, j'aurais dû mettre un R. Voilà. Bien. Alors, j'en prends deux. Je les mets comme ça. Voilà. Je mets un plus au milieu. Et puis, je dessine. Ah, le partage d'écran s'est arrêté. Bien, je recommence. Je ne comprends pas pourquoi ça s'est arrêté. Alors,
Alors, voilà ma fonction CO. Je matérialise l'atome d'hydrogène ici important. Voilà. 2 fois la molécule. OK. Et puis, je mets le produit. Alors, le produit, le voilà. Voilà. Alors, bien, qu'est-ce qui se passe? Va se passer dans le... Voilà, ce morceau-là. Pourquoi ça ne marche pas? Ah oui. Voilà, ce truc-là, on le retrouve ici. Monsieur, Oui. excusez-moi, on ne voit pas la feuille blanche en fait. Ah, vous ne voyez pas la feuille blanche, d'accord. Donc, c'est parce que j'ai oublié de partager mon écran. Alors, où est-ce que je suis? Ah oui, d'accord. Voilà. Voilà. Ça y est, tu la vois? Pas, vous la voyez? Oui, c'est bon. D'accord. Donc, regardez. J'ai mis 2 fois la même molécule. OK? Et puis, on va retrouver en fait le morceau qui est rouge ici. Et puis, si on dessine le morceau qui est dans une autre couleur, hein, bleu, on retrouve le deuxième morceau ici. Alors, quelle est la réaction qu'on a faite? La réaction que l'on a faite, hein, elle est la liaison que l'on a construite, c'est celle-là. Donc, si on réfléchit de cette manière, voilà, comment est-ce qu'on peut faire cette liaison? Pour faire cette liaison, on a besoin de réfléchir de la manière suivante. Le carbone rouge que l'on a là, il est sp2 au départ et il est sp3 à l'arrivée. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on a une réaction d'addition. Addition, c'est sp2 vers sp3. OK? Donc c'est bien ce qu'on a, c'est bien ce qu'on observe. Donc, quel est l'autre élément, quel est l'élément de réflexion suivant? Eh bien, que sur le carbone ici, sp2, c'est un carbone qui est électrophile. Le carbone est électrophile, donc réaction avec nucléophile. Quel est le nucléophile? Donc il faut trouver un nucléophile. Et le nucléophile, eh ben, c'est celui qui est généré ici. Donc en rouge, réaction avec le nucléophile sur. Alors je ne devrais pas le mettre comme ça. Alors ici, je vais changer. Je vais mettre carbone électrophile. Et ici, donc ça c'est du rouge. Et en bleu, c'est carbanion égale nucléophile.
Et ça, c'est en bleu. Donc, comment on génère un carbanion ici? C'est ça le point. Il faut générer le carbanion là, et il faut l'additionner sur cet atome de carbone. Donc, vous voyez que c'est toujours les mêmes mots-clés, et il suffit de réfléchir pas à pas. Quelle est la liaison que l'on forme? Comment on la forme? À partir de la réactivité intrinsèque de chacun des éléments. Alors, si on revient au document, voilà. Quand on a deux aldéhydes, eh bien, on forme la liaison qui est en rouge ici. Deux aldéhydes, on forme un alcool que l'on va appeler aldol pour alcool issu de deux aldéhydes. On a une réaction d'aldolisation dans ces cas-là. On a une réaction de cétolysation qui aboutit à un cétol, cétone plus alcool. Dans les deux cas, on utilise une base. Alors, une base ou alors un proton. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on peut avoir la formation ici de cette réactivité en alpha de l'acétone ou de l'aldéhyde, soit en milieu acide, soit en milieu basique. Donc, une base va servir à déprotoner cet atome de carbone de l'un des deux partenaires. La base crée un carbanion qui sert de nucléophile. Le nucléophile s'additionne cette fois sur une fonction CO. Et voilà donc eh bien, le moteur des réactions d'aldolisation et de cétolysation. Donc encore une fois, on va retrouver deux grands traits de la réactivité des nucléophiles, soit une réaction de substitution, soit une réaction d'addition. Je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que c'est pas mal. Ok. On reprendra sur cette diapo la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a des questions? Très bien. Bonne journée à tous.